Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette quatrième formation dans le cadre du programme Vol de nuit. Donc ce soir, elle sera présentée par deux personnes, donc Martin Billard et Julien Bottinelli, deux fervents noctmiggers ou ornithologues acoustiques nocturnes, je ne sais pas comment on peut vous appeler. Donc ils vont nous parler ce soir des anatidés. Donc j'avais annoncé un peu une formation sur les canards. Mais au final, on a choisi d'élargir un petit peu le spectre pour traiter plutôt les anatidés les plus fréquents en migration nocturne. Donc vous pouvez les voir à gauche là sur la diapo, la liste des espèces dans l'ordre dans lequel elles sont traitées. Donc vous vous demanderez pourquoi, sûrement pourquoi on va pas traiter les oies grises ni les bernages du Canada ou la nonnette. C'est parce que ça serait sûrement trop long si on voulait faire les choses bien. Et en plus, en dehors de l'oie cendrée, c'est des espèces qui concernent quand même une faible partie du territoire et donc une faible partie des gens qui enregistrent la nuit. Après, la Canada, Bernage du Canada est un peu présente un peu partout en France, mais notamment en région parisienne, mais c'est quand même voilà, des espèces relativement restreintes au nord et à l'est de la France, sinon. Pour les fuligules, c'est des espèces qui sont rares, voire très rares en Ocmig, à part peut-être le morillon, mais qui n'a jamais été enregistré en France à ma connaissance, enfin en tout cas en migration nocturne. Et actuellement, les connaissances sont plutôt limitées sur ces espèces-là. On aurait pu choisir aussi d'inclure la rousse, mais c'est une espèce qui reste très très rare en Ocmig, surtout à distance des plans d'eau. Mais c'est à garder en tête, notamment dans l'Est, ou même partout en France, mais plus probablement dans l'Est ou sur le pourtour méditerranéen. Donc il faudrait quand même rester vigilant. Et ça reste des espèces qui pourraient mériter une formation à part entière. Donc s'il y a quelqu'un de motivé, des volontaires, vous pouvez le manifester. Ça sera avec plaisir de- je vous laisserai préparer une petite formation sur ça. Il y a quand même du boulot, c'est intéressant, mais ça demande des connaissances notamment sur les oies. Euh, donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, parce que ça va être une formation qui est assez complète, hein. Vous voyez qu'il y a une grosse liste d'espèces. Donc je vais laisser directement la parole à Julien, qui va pouvoir commencer à présenter. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par vous présenter le duo canard-chipot, canard-colvert. Donc, le colvert étant l'espèce de canard la plus commune et du coup la plus aussi fréquemment notée en migration nocturne. Alors, on va commencer par le chipot. Donc, le chipot, il émet un cri, le mâle émet un cri assez classique, assez court, hein, de 100 à 150 millisecondes, qui se présente donc sur les sonagrammes sous forme d'une barre verticale assez bien délimitée avec des stries horizontales serrées, ce qui crée un aspect assez flou particulier sur les sonagrammes. Les autres caractéristiques du cri assez diagnostiques sont la présence de euh, deux bandes assez marquées. Alors une vers 2 kHz, une vers 2,5 kHz, qui sont des bandes un petit peu montantes en général. Et celle du haut est plus fortement marquée que celle du bas. Donc ces deux bandes, là, vous voyez sur les trois enregistrements que j'ai compilés, elles sont bien visibles et forment donc deux rangées, hein, qu'on peut voir toujours au même niveau à peu près. Sur le cri, donc je vous ferai écouter après le son, mais je voulais déjà vous présenter donc les différents détails qu'on peut voir sur le sonagramme. On peut repérer aussi à l'avant du cri euh, un petit crochet montant qu'on va retrouver ici dans les trois enregistrements. Un petit crochet montant à la base du cri, qu'on ne va pas retrouver chez le Colbert par exemple. Et puis les mâles émettent également un autre cri, donc qui est un sifflement pur, qui va se présenter ici sous la forme de petits traits, hein, autour de 3 kHz, de traits fins assez marqués. Et l'enchaînement des deux donc, est assez typique comme sur le dernier enregistrement. Euh, alors, je vais vous faire écouter. Donc, moi, je trouve que ça fait un peu un bruit de klaxon, de jouet d'enfant, le chipot. Donc, hop, un espèce de poète-poète donc, qui est enchaîné des fois avec les cris sifflés. Donc, ce cri est assez.
assez caractéristique. On peut quand même le confondre donc avec le colvert, qui peut émettre des choses un peu similaires, on verra après. Et puis, quelque chose qui n'est pas un canard du coup, mais qui peut faire des choses un peu proches, en tout cas sur le sonagramme, c'est le héron pourpré. Donc là, on a un enregistrement donc un peu dézoomé hein, sur une période d'échantillonnage de 10 secondes. Et donc là, on retrouve les fameuses barres verticales. Et donc, ça peut ressembler à ce qu'on peut avoir chez le héron pourpré, où il y a aussi des barres verticales. Alors au son, ça va être un peu différent. Je vais faire écouter. On a un aspect plutôt râpeux, on ne retrouve pas ce bruit de klaxon. La confusion va être surtout visuelle, hein, notamment par rapport à la taille de la fenêtre que vous allez utiliser. Quand on est sur Audacity, suivant la taille de la fenêtre, le sonagramme ne va pas apparaître de la même manière. Je pense que vous avez déjà constaté cela. Donc si on a les bons réglages, on va retrouver les barres verticales et le flou pardon, les barres horizontales et le flou que j'ai présenté tout à l'heure. Mais si on n'a pas la bonne fenêtre, on va avoir un cri qui va avoir un aspect plutôt hachuré comme ça et qui ressemble du coup au cri du héron pourpré. Le cri court, donc le chipot émet aussi des cris des cris plus courts, hein, à peu près de moitié, puisqu'ils font environ 50 millisecondes, qui se présentent sous forme de barres fines et qui descendent un peu plus dans les graves. On voit ici le cri classique que j'ai présenté avant, et les cris courts, donc, qui vont aller un peu plus bas. Les harmonies, les stries sont un peu plus épaisses et un peu plus espacées. On n'a plus cet aspect très flou comme avant. Mais on va retrouver les deux bandes à 2 et à 2,5, avec peut-être cette fois celle du bas un peu plus épaisse et un peu plus marquée que celle du haut. Donc là, le cri court, il est très proche, on le verra après, du cri du canard colvert. Donc ça donne ça, enchaîne. Donc les cris courts, ça semble être émis par les mâles, hein. Ce sont des cris qui seraient, semble-t-il, plutôt de l'interaction entre plusieurs individus. Oui, donc voilà, j'ai entouré ici. Donc ce qui est important, c'est plutôt la base du cri. On va avoir ces deux bandes qu'on retrouve à 2 et à 2,5 kHz. Le cri de la femelle. Alors le cri de la femelle, ce cri-là est assez peu noté en Okmig, hein. Donc on va présenter quand même certains cris de femelle qui sont plus fréquents autour des plans d'eau qu'en Okmig. Donc là, les harmoniques, on a des harmoniques montantes. On a toujours une barre verticale, mais avec des harmoniques montantes. Et donc, ce qui est cité dans la littérature par rapport au colvert, par exemple, c'est le fait que le cri englobe une large gamme de fréquences et notamment descend assez bas dans les graves. Le maximum d'énergie est autour de 2 kHz. Ça donne ça. Donc, clic là, il y a des risques de confusion avec les autres femelles de canard et notamment le colvert qui est très proche. On verra tout à l'heure un comparatif plus détaillé. Passons maintenant au colvert. Donc, le colvert, les mâles émettent un cri aussi classique et assez différent de celui du chipot, qui est un cri long puisqu'il fait à peu près 300 à 400 millisecondes et qui est assez diffus, et qui cette fois apparaît finement hachuré euh, lorsqu'on a la bonne taille de fenêtre sur Audacity. Ce cri long est assez classique et il est accompagné, donc là j'ai mis les deux sur la même diapo, de cris courts d'interaction comme chez le canard chipot. Donc ils peuvent être séparés ou regroupés dans les mêmes séquences. Donc le cri très court, on retrouve une barre fine comme le chipot, mais cette fois on ne voit pas les deux bandes à la base, on a plutôt une zone sombre assez unie à la base du cri. Et ils descendent peut-être un peu moins bas aussi que chez le chipot. Donc ça donne ça, les deux séquences.
le cri du mâle, le cri long, et l'enchaînement des deux. La femelle de colvert émet des cris qu'on va voir assez similaires à ceux du chipot qu'on a vu tout à l'heure, avec toujours les harmoniques montantes, mais une gamme de fréquences qui semble un peu moins large, avec notamment moins de signaux dans les graves. Ça donne ça. Alors les femelles peuvent être quand même assez bavardes de nuit chez le colvert, on peut capter quand même assez régulièrement ces cris de femelles. Donc, je vais revenir un peu plus en détail sur la comparaison des deux, hein. Donc, j'ai ici mis des sons à peu près similaires, donc des séquences mixtes de chipot en haut et de colvert en bas, pour essayer un peu de comparer les deux. Donc, chez le colvert, on va retrouver, donc on a dit des cris longs de plus de 300 millisecondes et diffus qu'on n'a pas chez le chipot, hein. Donc, des cris qui vont apparaître sous forme assurée. Alors que chez le chipot, on a un cri donc du coup que j'ai appelé moyen parce que c'est le cri long du chipot, mais du coup il est quand même bien plus court que celui du colvert. Il a des bords plus nets, un aspect flou, et on retrouve ces deux bandes là à 2 et à 2,5. Chez les cris courts, on retrouve aussi ici les deux bandes, alors que chez le colvert, on va avoir plutôt un bloc assez uniforme. Alors attention, là, ce sont quand même des enregistrements de qualité. On verra que dans la réalité, c'est nettement moins évident en général. Alors, il y a aussi, donc du coup, j'ai regardé si effectivement, par rapport à ce qu'on disait que le chipot était plus dans les graves, j'ai représenté ici donc un trait à 1 kHz. Ouais, sur la partie du haut, là, que la plupart des cris de chipot, en tout cas les cris courts, ils atteignent le trait rouge. On fait la même chose chez le colvert avec une barre verte ici. Les cris courts, ils commencent en général un peu au-dessus, hein. Donc une première différence qui peut être notée, ce serait ce départ un peu plus haut, mais attention, hein, en OCMIC, la zone entre 0 et 2 kHz est souvent assez saturée, donc ça peut être aussi plus difficile à étudier. Chez le colvert, il y a aussi un cri intermédiaire, du coup, qui peut ressembler au cri du chipot, que j'ai appelé le cri moyen aussi, qui va ressembler dans la durée, mais qui, à l'aspect, va être différent. On n'a pas ces deux bandes, on a plutôt une forme donc, que j'ai appelée en sapin, là, avec plusieurs étages, en général, il y a 3 étages, une forme un peu différente de celui du chipot. Une dernière chose que j'ai notée en faisant les différents comparatifs, c'est qu'ici, si on regarde au niveau du sonogramme du bas, on a l'impression que j'ai mis un coup de gomme au milieu des cris, à peu près autour de 4 kHz. Donc, on a une zone un peu effacée. On va voir qu'on retrouve à plusieurs reprises finalement chez le colvert. Donc, voilà des critères qui peuvent être utilisés lorsqu'on a des bons enregistrements. Pour les femelles, alors je vais commencer par vous faire écouter. Donc, j'ai compilé là 5 séquences pour chaque espèce. Alors, le chipot, ça donne ça. Et pour le colvert, donc peut-être que certains d'entre vous ont de bonnes oreilles et en tout cas moi je ne vois pas vraiment de différence. J'ai peut-être pas fait assez de musique quand j'étais jeune. Donc j'ai essayé de trouver des critères visuels pour voir si on pouvait
sur les sonars, repérer des différences entre ces deux espèces. Alors, j'étais parti au départ sur les harmoniques. Sur les harmoniques, j'ai rien trouvé de génial, à part peut-être il y avait un aspect un peu en dents de scie, un peu cranté, comme on voit sur le deuxième enregistrement ici, euh, alors que les harmoniques du Colbert semblaient un peu plus lisses, mais bon, ça m'a pas paru flagrant. Donc après, j'ai réutilisé ce critère euh, de 1 kHz là pour voir à quel niveau commençait les cris. Donc chez le Chippeau et chez le Colbert, on voit que effectivement chez le Chippeau, il y aurait une tendance quand même à ce que les cris démarrent autour de la barre rouge, voire parfois un peu en dessous, alors que chez le Colbert, on a des cris qui vont démarrer un peu au-dessus, des fois autour de 1,8, 1,5 kHz. Ensuite, en fait, donc ce que vous voyez en bas, en dessous, c'est que j'ai comprimé le Sona. C'est le même Sona qu'au-dessus, sauf que je l'ai compressé. Et en faisant ça, je me suis rendu compte donc, que chez le Chippeau, quand on compressait, on n'avait qu'un seul bloc, alors que chez le Colbert, quand on compressait, on avait soit un petit bloc en bas, comme ici à gauche, soit carrément deux blocs séparés par un espace. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait encore ce fameux coup de gomme euh, autour de 4 kHz, hein, comme si on avait effacé une partie des sonagrammes, alors qu'on n'a pas cet aspect-là chez les cris de Chippewa. Donc, passons maintenant un peu à la pratique, parce que c'est bien beau de voir des beaux sonagrammes, mais en OCMIG en général, on a plutôt des trucs un peu comme ça. Donc là, j'ai une période d'échantillonnage de 10 secondes et un groupe de Chippeau. Donc voilà ce que ça donne. On a les barres verticales qui sont plus réduites, hein. On voit souvent seulement la partie qui correspond aux deux bandes, hein, donc une vers 2,5 et une vers 2. Donc même sur un cri lointain comme celui du bas qui a été capté, il n'y a que deux cris captés au Père-Lachaise, on arrive à retrouver cette forme particulière. Donc ça a une forme, je sais pas, ça fait une masse autour de 2 de 2 et de 2,5, et puis en dessous, un espèce de pied comme un arbre ou un champignon. Euh, donc une figure un peu particulière on voit bien sur les deux sonas que c'est la même. Et après, à l'oreille, ça s'entend aussi donc le fameux klaxon. Deux groupes de colverts cette fois, donc avec en haut, bah, il y a tous les cris, hein, long, court, femelle. Et en bas, donc des cris moyens, donc qui pourraient ressembler à ceux du chipot. Mais on va voir donc ici cet aspect plutôt en sapin, en étage, avec trois ou quatre bandes plus marquées. Donc, quand il y a les différents cris, ça pose pas trop de problème, mais c'est vrai que quand on a que des cris moyens ou des cris courts, ça peut devenir complexe à identifier. Vous faire écouter quand même le dernier, celui du bas. On a là des cris moyens qui sonnent pas vraiment comme le klaxon du chipot. Sur celui du haut, on trouve, et sur celui du bas aussi, on voit encore cette zone effacée autour de 4. Donc voilà, un petit bilan pour ces deux espèces. Je vous ai remis donc un petit mémo, ce qu'il faut chercher sur les sonas, donc les cris du mâle, les cris courts et puis les cris des femelles, avec un petit comparatif des deux. Donc attention, hein, pour ces espèces-là, il ne sera pas toujours possible, je pense, d'identifier les femelles ou les cris courts euh, s'ils sont émis sans la présence de mâles. On va passer maintenant donc au canard siffleur. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec les deux premiers. Euh, donc le cri classique du siffleur mâle est bien connu, donc c'est ce fameux sifflement, hein. Donc avec une montée assez rapide, puis une descente en escalier, avec des harmonies qui peuvent être visibles comme sur le premier instrument ou non. Donc ça donne ça. Donc les risques de confusion, ils sont peu nombreux, hein, mais ça peut ressembler quand même à certains cris, certains sifflements du tadorne ou des cris de l'aridé, même plus rare, ça peut faire penser au la ballon-queue aussi, ou à des cris du triépi. Donc on va voir notamment
cette, cette confusion possible avec l'Utriépi. Donc on a ici des cris d'Utriépi qui peuvent ressembler aux cris longs du siffleur. Ça donne ça. Donc après, dans la forme du cri, il va y avoir quelques petites différences. Donc chez le siffleur, on a une montée assez raide avec une petite cassure dans la montée, puis une descente en escalier, donc en pente plutôt douce. Alors que chez l'Utrier, on a plutôt une montée qui est rapide, voire rectiligne, ou un peu sinueuse, et en tout cas une descente qui est plus rapide, plus abrupte. Un peu moins connu chez le siffleur, c'est le cri court, hein, donc le cri d'interaction, qui peut accompagner les cris, les sifflements classiques, mais aussi être émis parfois tout seul, hein. Là, on a un groupe qui émet pratiquement que des cris d'interaction courts. Donc ces cris courts qui sont moins connus, mais qui permettent donc de reconnaître l'espèce, même en l'absence des cris plus classiques, hein. Donc ça donne ça, les cris courts. Ça se présente sous la forme de V inversé, hein. Donc qui sortent un peu de la zone de brouillard qui est entre 0 et 2, là, qui dépasse un petit peu. Donc ces cris, si on les regarde plus en détail, en fait, en zoomant, on va voir qu'en fait, ce V, il a plutôt la forme d'un R minuscule, puisqu'il y a une petite pointe du côté gauche, là, à la base. En fait, on va retrouver un peu la même montée que pour le cri classique sifflement, avec une petite cassure dans la montée. Ce cri peut être des fois doublé avec un deuxième cri plus grave, donc ça fait un enchaînement qui semble assez caractéristique, qu'on peut retrouver sur les enregistrements. Ça donne ça, les deux. Donc un enchaînement de deux cris courts, et le deuxième un peu plus grave, hein. Donc cet enchaînement, on va le retrouver dans plusieurs enregistrements, et il permet des fois de confirmer l'espèce. Donc ce cri court, on peut le confondre aussi avec l'Utriépi encore, qui peut émettre des cris courts qui ressemblent, notamment sur le sonat, hein. Donc avec des sortes de B inversés. Et même ici, vous voyez sur le dernier, des cris dédoublés. Donc là encore, c'est en zoomant qu'on va pouvoir voir que on a des motifs qui vont être différents, même si ça peut ressembler quand même des fois à des R. La montée va être différente de ce que j'ai présenté avant. Donc ça peut être plus abrupt ou alors plus rectiligne. Et on n'a pas la petite cassure comme on l'a vu. Alors lui trier les cris courts, ça donne ça. Une autre espèce qui peut prêter à confusion, enfin c'est surtout à la forme du sonat, pas vraiment à l'oreille. Une fois qu'on écoute, on voit bien la différence. Mais c'est la chouette-ulotte. Si vous avez pas mal de chouette-ulotte par chez vous, les cris courts qu'elle peut émettre, ça peut ressembler à ça. Et du coup, on peut facilement louper des cris de canard siffleur. Donc, avoir bien ce cri en tête et attention aux cris de l'autre. Bon, souvent, la hulotte fait des cris assez espacés et réguliers, alors qu'un groupe de siffleurs, on va avoir des cris qui peuvent être plus serrés. Le cri de la femelle, alors il est rare, voire exceptionnel en OCMI, hein. Il est assez caractéristique, donc on a une barre assez épaisse, souvent large, de 300 à 500 millisecondes, qui peut être précédée par des barres plus fines. Le bord antérieur est bien net, et par contre, la fin est un peu diffuse, et on a une descente qui finit avec des petites hachures là qu'on retrouve sur les deux enregistrements. Ça donne ça. Donc c'est bien différent des espèces précédentes, mais comme je vous dis, c'est un cri j'ai jamais eu personnellement en migration nocturne. On va parler un peu de détection, parce qu'on parle beaucoup d'identification, mais j'ai envie d'aborder quand même le point de la détection.
qu'avant d'identifier les cris, il faut les trouver, les capter. Donc là, je vous ai mis une période d'échantillonnage de 15 secondes, hein. C'est ce que j'utilise moi avec Audacity. Je sais qu'il y en a qui sont plus sur 10 secondes, d'autres sur 30, 45, voire des fois 1 minute. Et ça peut en avoir un impact important sur la détection des cris, notamment des canards, notamment pour les 3 espèces que je vais présenter, donc le siffleur et les 2 suivantes, dont les cris courts peuvent facilement passer inaperçus. Donc il y a un compromis à trouver entre la bonne période d'échantillonnage et le temps qu'on désire passer à éplucher ces nuits. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que plus on va prendre une période d'échantillonnage grande, plus on risque de louper des cris, notamment les cris courts chez le canard siffleur. Donc là, vous avez sur le premier, par exemple, 3 cris courts qui peuvent être notés ici et qui passent facilement inaperçus lorsqu'on a un groupe comme ça. Donc un point important, c'est quand on fait des tests, hein, on a fait des tests bi-observateurs en faisant éplucher une nuit à plusieurs observateurs. Et on loupe tous des cris, hein, forcément. Mais une des façons de moins louper de cris, c'est aussi de savoir ce qu'on cherche. Un homme averti en vaut deux. Donc si on sait à peu près ce qu'on cherche à telle ou telle période, on va pouvoir capter ces cris, hein. Ces cris-là, je les ai captés parce que voilà, on est au mois de mars. Au mois de mars, je sais que je dois guetter les canards, je dois guetter le butor, je dois guetter la marouette. Donc, je vais me concentrer pas mal sur le bas des sonagrammes et je vais chercher donc des petits V inversés, des petites virgules pour la marouette. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on cherche, ce qu'on a à chercher, c'est quand même plus facile de détecter cette espèce comme le siffleur. En bas, un autre cri, donc capté cette fois à l'automne, hein, où là, pareil, on n'a pas grand-chose. On a un cri avant, un cri après, des battements d'ailes au milieu. Mais là, on a le fameux cri dédoublé là que je vous parlais. Et si on zoome, on retrouve ce fameux R minuscule. On passe à l'espèce suivante, donc le souchet. Le souchet, donc les mâles émettent un cri assez particulier qui est assez court et grave, qui sonne comme un jong, qui se présente sous la forme d'une barre verticale, avec à la base des harmoniques en chevron, en dessous de 1 kHz. Et entre 3 et 4 kHz, on va voir donc un trait un peu oblique avec des harmoniques hachurées. Donc là, c'est un enregistrement du Big Boss. Donc ça donne ça. Donc voyons maintenant ce qu'on a nous, commun des mortels, en migration nocturne. Donc en migration nocturne, on a aussi un problème par rapport au son de Stan précédent, c'est que nous on fonctionne sans parabole. Et donc sans parabole, on va capter tous les graves là. Et vous voyez qu'entre 0 et 2 kHz, on ne voit pas grand-chose, hein. Donc les fameux chevrons en dessous de 1 kHz, en général, on ne les voit pas. Donc on va devoir se concentrer sur la partie supérieure du cri et donc ce trait oblique avec des harmoniques en hachure. Donc c'est ce cri qu'il va falloir, c'est ce motif qu'il va falloir essayer de repérer sur les sonagrammes. Pour la femelle, donc la femelle émet un cri assez différent de ceux qu'on a vus précédemment, donc ce qui se présente sous la forme d'une barre fine de moins de 100 millisecondes avec des harmoniques en arc de cercle un peu tombant, régulièrement espacés, avec un max d'énergie autour de 2,5 kHz. Quand les cris sont distants, comme à droite, là, on voit on perd le bas, on perd le haut, et donc on a une barre assez diffuse entre 1 et 4 kHz, et on voit encore les chevrons. Donc ça donne ça, la femelle. Il y a quand même une sonorité qui rappelle le cri du mâle, je trouve, le jong. Donc le cri de la femelle, là, je trouve, il y a une sonorité proche du mâle qui permet des fois de confirmer quand l'enregistrement est assez lointain. Donc les groupes, pareil, et encore plus peut-être que le siffleur, ils peuvent passer facilement inaperçus si on
si on n'est pas attentif, puisque ça va ressembler à ça. Et encore là, c'est une période de 10 secondes. Avec 15 secondes ou 30 secondes, on va en voir encore des signaux moins marqués, hein. Donc là, le risque, c'est de passer à côté en se disant que ben, c'est quoi ça? C'est des battements d'ailes, c'est des bruits de branches qui craquent. Ça ne ressemble pas vraiment à des signaux d'oiseaux, hein. Si on zoome, par contre, on va voir, donc, on va retrouver ces fameuses barres. Alors là, par chance, sur celui-là, on trouve sous quelques cris des chevrons, mais c'est surtout cette barre cette barre un peu oblique, hachurée qu'on va retrouver. Il y a aussi un cri de femelle ici au milieu. Ça donne ça. Donc on entend aussi souvent, hein, chez le souchet le battement d'aile, hein, qui semble aussi un peu plus rapide que chez d'autres canards comme le colvert. Là, en groupe encore plus distant, hein. Donc celui-là, je ne l'aurais jamais trouvé si je n'avais pas eu les groupes précédents euh, et donc un peu d'expérience, puisque là, on a des signaux qui sont très effacés et qui vont ressembler du coup beaucoup à des battements d'ailes, hein, et beaucoup moins réguliers du coup, et peut-être un peu plus rectilignes et étendus, hein. Mais si on zoome sur les quatre cris ici, par exemple, on va avoir des petits triangles et en regardant bien, on retrouve les harmoniques un peu hachurées. Donc il faut chercher sur ces sonas des traits obliques, quasi verticaux, et qui en zoomant deviennent de petits triangles un peu hachurés comme ça. Donc être vigilant, notamment en mars, début avril, une période où le souchet passe pas mal. Les femelles, donc quand il y a des mâles, ben, ça va permettre aussi de repérer les femelles, mais les femelles, ça se présente donc sous la forme, et je continue dans le domaine de la botanique, hein, ça fait plus des cyprès ou des peupliers, là, des choses qui sont assez allongées. Pareil ici sur 4 cris captés au Père-Lachaise. Euh, et en écoutant, on retrouve aussi cette sonorité du souchet. La sarcelle d'été maintenant, donc le cri des mâles assez caractéristique, hein, c'est une succession de barres. Enfin, les barres peuvent être aussi des fois isolées, mais généralement elles sont regroupées comme ça, en un ensemble de barres, souvent avec un espace dans le bloc. On trouve des petits crochets montant du côté droit des barres et une zone un peu diffuse estompée autour de 3 kHz. Ça donne, ça fait un peu un grognement, hein, on va écouter. Donc c'est un cri assez, une fois qu'on l'écoute, assez caractéristique, mais encore faut-il le repérer. La confusion principale, ça serait au niveau de la forme, la marouette de Bayon, hein, mais après, au niveau du son. Il y a quelque chose qui est quand même bien différent. Euh, la marouette forme un bloc plus compact, plus marqué en début, et puis avec un sommet descendant. Euh, donc c'est plus avec des bruits anthropiques qu'on va pouvoir confondre la sarcelle d'été mâle. Les cris des mâles sont parfois accompagnés donc de cris courts émis sans doute par les femelles, hein, qui se présentent sous forme de barres fines de moins de 100 millisecondes, souvent répétées de 3 à 7 barres, avec des harmoniques en arc un peu tombant comme le souchet, euh, et régulièrement espacées. Donc, je trouve que à l'oreille, ça fait un peu comme une petite biquette. On va écouter. Euh, donc des cris, on verra, qui peuvent être similaires un peu à ce qu'on peut avoir chez la sarcelle d'hiver aussi. La femelle émet aussi un cri plus classique, hein, mais rarement noté en migration.
rarement noté en ocmique comme les autres femelles qu'on a vues précédemment, qui se présentent sous la forme d'une barre verticale toujours, mais cette fois beaucoup plus sombre et diffuse, avec des harmoniques qui sont un peu effacées et montantes, mais qu'on voit assez mal euh, dans la zone grisée en fait, hein. Et le cri est surtout concentré entre 2 et 5 kHz. Et quand le cri est assez loin, on va voir cette forme un peu de tonneau ou de tronc de baobab pour continuer, euh, et qui semble assez caractéristique. Là aussi, donc ça peut se confondre avec des cris de sarcelles d'hiver notamment, mais aussi ça peut ressembler à certains cris de bécassine des marais, hein. Je vais écouter ça. Voilà. Alors chez la sarcelle d'hiver, ce qui va être la grande difficulté, c'est la détection, puisque les mâles, vous voyez les cris, ce que ça fait sur une période d'échantillonnage de 15 secondes, on ne voit pas grand-chose, quoi. Donc on peut croire que c'est le micro qui grésille ou un bruit anthropique, mais on n'a pas forcément en tête une sarcelle, hein. C'est là que la difficulté, c'est pour ça que ça doit être quand même sous-détecté. En plus, les cris ne portent pas super loin. Donc il va falloir être vigilant si on veut trouver de la sarcelle d'été, à chercher ces signaux-là. Quand il y a une femelle dans le groupe, ça peut être un peu plus facile puisqu'on va avoir les cris de femelle. Ici, le cri de biquette, hein. Mais les cris des mâles, ils peuvent facilement passer inaperçus. Donc voilà, pour les trois dernières espèces que je vais présenter, hein, euh, les motifs qui sont à rechercher sur les sonagrammes. Donc le cri du siffleur, les cris courts et les cris des femelles. Pareil pour le souchet, pareil pour la sarcelle d'été. Donc là, pour ces espèces, à part pour le sifflement classique du siffleur, elles émettent plutôt des cris qui sont assez courts et donc qui peuvent facilement passer inaperçus. Donc je conseillerais d'avoir une période d'échantillonnage de maximum 20 secondes si on veut être sûr de capter ces espèces. Voilà, je vais passer la parole à Martin qui va vous présenter les espèces restantes. Bonsoir à tous. Je vous rassure tout de suite, on va continuer dans les analogies botaniques un petit peu plus tard. Je pense que celles de Julien sont très bien, du coup j'en prends quelques-unes. Pour rester dans les sarcelles, donc on va parler de la sarcelle d'hiver. La sarcelle d'hiver, donc c'est quand même un oiseau et un canard qu'on retrouve régulièrement en migration nocturne. Et c'est intéressant de parler de la sarcelle d'hiver aussi, et histoire de comparer avec deux autres espèces qui sont la macreuse noire et le canard pilé qu'on présentera juste après. La sarcelle d'hiver, donc pour le mâle, c'est un motif qui est très simple. Donc c'est un motif qu'on va retrouver autour de 2,5 kHz, qui va sonner de manière assez régulière, en fait, comme tous les canards, en fait, c'est des oiseaux qui vont crier de manière assez régulière et assez répétitive. Et donc, du coup, on a une espèce je vous ferai écouter le son tout à l'heure, mais on a une espèce de sensation d'avoir quelque chose comme un vélo rouillé ou comme une pièce rouillée qui revient de manière régulière. Euh, c'est une sonorité qui est quand même relativement sifflée. Alors après, je vous ai présenté ici deux sonagrammes qui présentent du coup deux types de cris entre guillemets dans les deux extrêmes. Le cri le plus classique qui est donc à gauche et le cri qui est un peu plus sifflé, un peu plus comme si elle serrait un peu plus les dents. Euh, donc d'un point de vue technique, en fait, sur le sonagramme, qu'est-ce qu'on va devoir chercher? La première chose, c'est donc chercher des cris autour de 2,5 kHz. Donc ici, on a sur le premier sonagramme, on a deux individus qui crient de manière séparée, donc un qui est un petit peu plus bas que l'autre. Et sur le deuxième, c'est le même individu qui a poussé deux cris que j'ai rapprochés. Donc 2,5 kHz, c'est intéressant de le noter maintenant parce que va être un point de comparaison aussi par rapport au canard pilé à la macreuse noire, qui eux enfin les mâles du moins vont crier un petit peu plus bas, environ autour de 1,5 kHz. Le cri le plus typique, donc c'est celui qu'on va retrouver à gauche, il va être composé de deux parties. On dira bonjour au chat au passage. C'est donc une trille sur la première partie du cri. Cette espèce on voit en fait, on voit des espèces de petits picots qui sont bien définis, et une deuxième partie en chevron. Sur les cris les plus sifflés, donc tous les critères sont beaucoup plus aplatis.
Par contre, vous remarquez aussi une harmonique autour de 7 kHz. Et en fait, cette harmonique-là, elle a la version exacerbée des cris qui sont définis juste en dessous. Donc là, même si on a un cri qui est relativement plat, ici, on se retrouve quand même avec le chevron qui est bien défini et on devine en fait ces espèces de tris au début. On peut avoir une deuxième harmonique au-dessus de 10 kHz. Dans tous les cas, ces deux harmoniques-là qui sont présentes sur ces cris-là, ce sont euh, des harmoniques qu'on voit uniquement sur les oiseaux qui passent à proximité et avec un bon matériel d'enregistrement. Si vous avez trop de bruit de fond ou si les oiseaux passent un peu plus loin, la seule chose que vous allez garder, ce sont les traces qu'on va retrouver autour de 2,5 kHz. Je vous fais écouter tout de suite les cris. Donc ça, c'est le cri le plus typique, et ça va être un cri un peu plus sifflé avec un cri de femelle qu'on détaillera un petit peu plus tard. Donc on retrouve ces mêmes sonorités quand même. À l'oreille, on arrive à voir que ces deux espèces, enfin c'est la même espèce à chaque fois, cette espèce de cri très court, un peu sifflé, etc., des choses comme ça. Donc pour les femelles, justement, on va avoir deux types de cris. Donc le premier cri qui va être assez confusant parce qu'il se rapproche de beaucoup des autres cris de femelles de canard que Julien vous a présenté tout à l'heure, notamment de la sarcelle d'été. On a ici donc un cri court avec des harmoniques qui sont très serrées. Là, le cri est très proche. C'est vraiment des cris qui sont très pédagogiques, qu'on a pris avec une bonne proximité, etc. Mais c'est des cris très proches avec des harmoniques très serrées. Alors celui-ci, on le voit pas parce qu'il est vraiment très proche, mais quand vous avez des un petit peu plus éloignés, vous voyez en fait tout un tas d'empilements en fait qui s'enchaînent de manière très compacte. Euh, et on est vraiment sur un aspect barre sombre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de son progressif avant ou après, c'est vraiment une colonne brute qui peut monter assez haut et qui rappelle, comme la femelle de la sarcelle d'hiver, la sarcelle d'été, pardon, la bécassine des marais. Je vous fais écouter ça. Voilà, c'est des cris qui sont très courts, très brefs, assez puissants. Euh, Ce cri-là, on le retrouve assez peu quand même en migration nocturne, en dehors du cri de mâle en fait, parce que le mâle, enfin, on le capte un petit peu mieux. On va retrouver aussi surtout ces deuxièmes cris-là, qui sont en fait des espèces de ricanements. Je vais vous faire écouter tout de suite et puis on en parle. D'un point de vue comparatif, alors ça, à l'oreille, ça va pas tout à fait être ça, mais on retrouve un peu un côté un peu pibavarde, ou un peu, comment dire, grive litorne ou des choses comme ça, quelque chose en fait d'un peu rauque, une sorte de ricanement. Et à l'oreille, on a l'impression en fait que c'est plusieurs qui s'enchaînent les uns par rapport aux autres. Par contre, au sonagramme, quand on va zoomer un petit peu sur le sonagramme, on va se rendre compte que chacun des cris qu'on entend de manière individuelle, en fait, est composé de un, 2, 3 petites barres. Ici, par exemple, sur la partie gauche, on en a une seule, qui sont après enchaînées sur des barres plus ou moins resserrées. Par exemple, le dernier est nettement plus lâche par rapport aux autres. Et sur le cri de droite, on a carrément trois barres qui sont collées, et après des séries de deux, etc. Ce motif-là, on le retrouve assez régulièrement, euh, assez bas tout de même. Et voilà, donc si vous zoomez un petit peu, donc c'est ce que les exemples que disait Julien au fait d'avoir des fenêtres quand même relativement serrées, enfin relativement courtes, permettent de bien apprécier aussi ces détails-là et puis de bien s'assurer qu'on voit ces éléments. C'est risque de confusion, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc sarcelle d'été, puis bavard, puis licorne. Donc pour la partie rythmique, par contre, à l'oreille, on n'aura pas du tout cette confusion-là. Le canard pilé. Donc le canard pilé, lui, tout à l'heure on parlait des mâles de sarcelle d'hiver qui étaient autour de 2,5 kHz. Ici, on est plus bas.
donc autour de 1,5 kHz. Là, ce qu'on va chercher avant tout, cette espèce de forme typique de M minuscule. Donc ici, sur chacun des cris, vous voyez, en fait, ça se dessine vraiment bien. On a ces espèces de petits M, et avec une bonne proximité, on va retrouver un motif en forme de sapin. Euh, Moi, j'ai mis sapin de Noël parce que la période des fêtes s'y prêtait, avec vraiment des espèces de branches qui vont monter, un espace vraiment vide qui va correspondre en fait au laps où il va y avoir le M, et ensuite des barres qui vont partir dans l'autre sens. Je vous fais écouter ça tout de suite. Si je vous fais réécouter un tout petit peu le début. Là, on entend en fait cette espèce d'inspiration, le cri et expiration, comme si en fait l'oiseau montait en tension, poussait son cri et après se relâchait en fait dans la foulée. Euh, une espèce qui peut être, alors là encore, comme pour la sarcelle d'hiver, ce que je présentais tout à l'heure, une espèce qui peut être un peu confusante, c'est le guépier d'Europe. Euh, le guépier d'Europe, alors attendez, je vais juste oublier un petit espace. Voilà, risque de confusion. Donc on disait tout à l'heure la sarcelle d'hiver, la macrose nord, on en parlera tout à l'heure, et le guépier d'Europe. Pour le guépier d'Europe, c'est une confusion superficielle, mais qui peut être intéressante de chercher aussi. C'est-à-dire que là, la chose qu'on va chercher chez le mâle de canard pilé, c'est ces M. Tout à l'heure, je vous présentais des espèces de motifs en forme de sapin. Avec la distance, on ne les voit pas. On va surtout voir ces traces ici, donc les M. Le guépier, lui, aura une forme un petit peu plus superficielle. Ça ressemble légèrement un pipi de spioncelle, par exemple, qu'on aurait mis beaucoup plus bas au niveau du sonogramme. On va avoir cette espèce de montée, cette espèce de petit tri et cette descente derrière. À l'oreille, ça ressemble aussi superficiellement. Je vous fais écouter la comparaison. Donc là, c'était le canard pilé et le guépier. Voilà. Donc après, là, le risque de confusion est quand même relativement faible, surtout sur la partie nord-ouest de la France, et la partie nord, je suppose, de manière générale, où en fait les guépiers restent quand même relativement isolés. Un exemple de ce qu'illustrait Julien précédemment, comment chercher les canards pilés. Donc là, on a vraiment des formes de M qui sont légèrement effacées, en plus avec un petit peu d'écho, qui sont relativement basses. Et si vous êtes dans un environnement bruyant de type, vous avez une route passante à côté, vous avez une VMC qui se lance, vous avez une chaudière qui se lance, etc., c'est des éléments qui peuvent être facilement effacés et on passe facilement à côté on ne les cherche pas. Pour la femelle, on va avoir deux types de cris, un peu comme la sarcelle d'hiver que vous avez présenté tout à l'heure. Donc on va avoir un cri qui va être constitué en fait de petites hachures régulières et un cri un peu plus classique qui ressemble un peu à tous les cris de canard, notamment le canard colvert. Ici, on a donc un groupe de canards pilés euh, que j'ai enregistré sur mon site d'immigration. Et là, moi, je trouve qu'il y a un côté vraiment très forestier, quoi. On se retrouve avec des espèces de sapins ici, comment ça s'appelle, les troncs qui sont définis par les femelles, etc. Et ça donne un côté un peu brouhaha, mais on arrive quand même à distinguer donc à la fois les mâles, par rapport aux formes ici et aux M qui sont en bas, et les femelles par rapport à leur hachure. Je vous fais écouter le cri tout de suite. Si je peux vous donner une comparaison, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a probablement beaucoup d'entre vous qui, quand vous étiez jeune, vous colliez comment ça s'appelle, des cartes à jouer sur les rayons de vos vélos pour faire semblant que c'était des mobylettes. Et ben, ça ressemble un peu à ça. C'est une espèce de vibration, qui ressemble légèrement à ça. Euh, Là, comme pour la sarcelle d'hiver, le nombre de barres
l'espacement entre les barres et l'intensité va varier, pas forcément d'un individu à l'autre, mais par exemple d'un même individu, il suffit qu'il soit un peu plus excité, un peu plus enjoué, choses comme ça. Enfin, il peut y avoir plein de variations différentes. On a quand même des barres qui sont relativement fines et cette espèce de zone de blanc effacé qu'on va retrouver entre 2 kHz et 2,5. Euh, ici, qu'on retrouve là et qu'on voit bien sur cet enregistrement-là. Un autre cri du canard pilé, donc de la femelle, donc c'est un cri qui ressemble un peu plus au canard colvert. Je vous le repasse parce que c'est vrai que ça attaque direct. Donc là, c'est un cri qui est décrit pas mal dans la littérature, mais qui semble relativement rare, voire très rare en migration nocturne. J'ai regardé un peu les enregistrements, enfin quantifiés par rapport aux enregistrements qui étaient disponibles sur Xenocanto. Il y en a manifestement peu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un cri qui est méconnu? Est-ce que c'est un cri qui est confondu avec d'autres espèces et choses comme ça? Je sais pas. En tout cas, c'est pas un cri qui semble, en tout cas, par rapport aux informations qu'on a, régulier en migration nocturne. Les cris du mâle, oui, les cris précédents des femelles, oui, mais celui-ci, probablement pas. Euh, on va pas s'attarder spécialement dessus, mais voilà, il faut donc c'est quelque chose, un cri assez bas, assez grave, un peu croissant et qui rappelle pas mal les cris de héron, les cris de aigrette. Enfin, quand on entend le cri, on sent que c'est quand même un canard qui semble assez imposant, contrairement par exemple aux cris de sarcelle d'hiver qu'on a entendu tout à l'heure, qui sont quand même un peu plus aigus, un peu plus proche en fait de ce qu'on attend par exemple de la bécassine des marais, qui est elle un plus petit oiseau. Troisième espèce qui est comparée donc avec le trio sarcelle d'hiver, canard pilé, c'est la macreuse noire. La macreuse noire, donc c'est une espèce qu'on va chercher dans les enregistrements plutôt au printemps que en automne. Ici, c'est les informations donc j'ai récupérées sur Trectelen qui correspondent à tous les sites d'enregistrement nocturne en France. Donc, on se rend compte qu'on a quand même un pic d'activité, enfin un pic de passage entre fin mai et début avril, et secondairement entre septembre et octobre. C'est une espèce qui va pas être cherchée forcément partout en France. Désolé pour les gens de l'arc alpin et du Jura et choses comme ça, mais par contre, sur le quart nord-ouest de la France, notamment les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, et choses comme ça, c'est une espèce qui peut s'avérer régulière en migration nocturne, même carrément annuelle. Ce qui est intéressant avec ce pattern-là que je vous présente, c'est que si on prend les mêmes informations sur Tractelen et qu'on regarde sur les sites au Royaume-Uni, on retrouve exactement le même pattern. C'est une espèce qui a donné envie à beaucoup de personnes au Royaume-Uni de se lancer dans la migration nocturne, moi y compris. Il y a quelques années, sur peu Twitter, il y avait une personne qui faisait beaucoup d'enregistrements de migration nocturne sur son jardin et en fait publiait régulièrement des nouvelles sur la macreuse noire. Et un jour, il avait annoncé qu'il y avait eu beaucoup de macreuses noires qui étaient passées un soir, enfin la veille, chez lui, et ça a donné envie en fait à beaucoup de gens d'essayer, voir s'ils avaient la chance de pouvoir capter en fait de la migration nocturne chez eux et particulièrement des macreuses. Et il y a eu un espèce de petit engouement par rapport à ça, au point que, par exemple sur Bird Guide, vous pourrez retrouver l'article, il y a eu des cartes qui ont été faites en temps réel avec le passage des groupes de macreuses. Donc eux, c'est des macreuses donc qui passent au printemps, donc du sud-est vers le nord-ouest, donc qui coupent complètement en fait, notamment l'Angleterre et le sud de l'Écosse et qui coupent comme ça, et donc qui ont exactement en fait le même pattern qu'on retrouve chez nous. Que chercher du coup pour la macreuse? La macreuse noire, donc ça va être, si on peut donner un parallèle un petit peu foireux, mais c'est le fluvier doré du canard. C'est-à-dire que c'est des cris
très simple, très pur, assez court, un peu plaintif. Je vous fais écouter ça tout de suite. Voilà, donc vraiment des tout petits cris, vraiment très simples, pas de fioritures, contrairement par exemple aux autres espèces que j'ai présentées juste avant. Les choses qui vont être intéressantes à remarquer sur le cri, c'est le premier, donc autour de 1,5 kHz. Le deuxième, c'est que ce sont des cris qui sont descendants, avec une sonorité un peu plaintive. Et on va retrouver sur la majorité des cris, donc une pointe au début du cri et une espèce de pente douce avec une accélération en fait sur la fin du cri qu'on voit assez bien sur le premier, le troisième, le cinquième par exemple ici. Sur les bons, voire excellents enregistrements quand les oiseaux passent assez proches, on a une harmonique qui est visible autour de 3,4 Hz. Je vous avais présenté tout à l'heure les harmoniques de sarcelle d'hiver qui étaient autour de 7 et 10. Le canard pilé, lui, ne semble pas avoir ces harmoniques-là. Euh, donc voilà. Donc, à titre des espèces pardon, similaires, on va avoir la sarcelle d'hiver que je vous ai présenté tout à l'heure, le canard pilé, le bouvreuil pivoine par sa sonorité. Après, le bouvreuil pivoine reste quand même une espèce relativement rare, voire exceptionnelle en migration nocturne. Et l'avocette élégante, donc on a certains cris d'avocette élégante qui vont être à peu près dans ces eaux-là, mais qui vont pas du tout avoir ce caractère plaintif. Elles vont être un peu plus être dans le montant, dans l'interrogatif, mais ça peut potentiellement prêter à confusion sur Sonagram. Donc, les trois espèces que je vais présenter tout à l'heure, donc pour les cris de mâle, les comparaisons donc, sont là. Ce que je vous disais, donc 2,5 kHz autour de 2,5 kHz pour la sarcelle d'hiver. Et on a le canard pilé à gauche avec cette forme de M typique et la macreuse noire avec cette espèce de cri tout simple, légèrement descendant euh, et, euh, et voilà, c'est tout à fait classique. Les cris de femelles de macreuse noire, donc eux, sont bien différents. C'est des cris qui sont assez peu audibles, qu'on capte rarement. Je vous fais écouter ça aussi. Voilà, donc on a un côté un peu faux, un peu trompettant, comme un espèce de vieux klaxon dans les films d'époque. Et en fait, contrairement au mâle, donc ici on voit bien l'harmonique là, sur les cris de mâle à 3 kHz, contrairement aux mâles qui vont avoir des cris simples, là on va avoir vraiment des cris avec un empilement d'harmoniques qui vont monter comme ça pendant un petit moment. Mais ça reste des cris relativement rares en migration nocturne. Donc, voilà. D'autres choses qui sont intéressantes à chercher chez la macreuse noire, c'est le battement des ailes, pour commencer. Alors, le battement des ailes, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas, que j'ai appris auprès de preneurs de sons danois, qui ont aussi manifestement beaucoup de macreuses noires qui passent en fait en, chez eux en fait pour rejoindre ou quitter la mer Baltique. Et donc la macreuse noire, elle va avoir donc un battement d'aile typique. Je vous fais écouter ça. Donc voilà, donc c'est un battement d'aile qui est relativement soutenu, légèrement en dessous de 4 kHz, en forme de U renversé. Et pour la majorité, enfin pour une partie des cris, on va retrouver un critère qui est assez intéressant, c'est que la patte du U renversé est légèrement plus basse que celle de gauche, enfin la patte de droite. Donc par exemple, on le voit sur ce cri ici, là on voit que la patte descend bien, celui-ci on voit bien ici, celui-ci on voit ici, celui-ci aussi. Donc ça dépend des enregistrements, mais la majorité de ce que j'ai pu trouver, on a cet élément-là. Un autre élément qui peut être intéressant de chercher sur la macreuse noire, c'est le sifflement dit du train à vapeur. Euh, c'est un sifflement dont pour l'instant on n'explique pas trop. Enfin, on a du mal à savoir d'où ça vient parce que bah, les battements d'ailes, vous les avez entendus tout à l'heure, ont une signature assez caractéristique. Là, on ne sait pas trop. Alors, il y a
il y a des choses à chercher, à trouver, histoire sur leur origine, mais pour l'instant, ça reste assez particulier. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher là-dessus? Donc, une sonorité particulière, je vais vous faire écouter ça, et surtout, une espèce de ligne continue, en fait, autour de 2 kHz, tout simplement. Donc c'est un sifflement qui est très atypique par le sona et par ce qu'on peut attendre en fait à l'oreille. Ça peut rappeler un peu, comment dire, certains bruits de vent, par exemple, sur les grosses nuits venteuses, etc., mais qui n'a pas du tout en fait cette signature-là. La macreuse noire, c'est fini. Une autre espèce qu'on a jugé intéressante de vous présenter, c'est la bernache cravant. Alors, la bernache cravant, là encore, ça va être le quart nord-ouest de la France qui va surtout être concerné. Ici, là, c'est une carte que j'ai tirée des données disponibles sur Faune France avec le tag migration nocturne. Et donc, on voit quand même une bonne concentration en fait, à la fois donc sur la Bretagne, la Normandie et les régions adjacentes. Là où c'est intéressant, c'est que les contacts ne sont pas forcément côtiers. Après, ça se trouve, c'est parce qu'aussi il manque de personnes, de preneurs de son côtiers qui saisissent leurs données, donc j'ai probablement un biais. Mais on a quand même pas mal de données qui sont à l'intérieur des terres. Comme la macreuse noire, c'est une espèce qui est à chercher à l'intérieur des terres. Euh, Parce que c'est des oiseaux qui ont la capacité de vol de couper facilement euh, enfin, comment ça s'appelle, de couper facilement en fait les territoires pour éviter de faire des grands détours. Là, je vous ai donné deux illustrations de ce que je suppose être des passages réguliers pour la bernache cravant. La première, c'est le Cotentin. Au lieu d'avoir des oiseaux, en fait, des oiseaux de Sibérie, donc la sous-espèce à votre sombre, au lieu en fait de descendre, remonter le Cotentin et redescendre pour arriver en baie du Mont-Saint-Michel, en fait, il y a manifestement enfin une partie des oiseaux, si ce n'est tous, c'est difficile de quantifier, qui coupent à l'intérieur des terres. Alors, soit qui coupent directement par l'estuaire de Seine, par la baie d'Orne, ou éventuellement par les marais de 40 ans, qui leur permet en fait de passer en fait ce passage-là. Donc, ça leur permet de faire un saut en deux étapes. Donc, une première étape donc sur les côtes de Haute-Normandie, de Calvados, directement dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui est un site important à l'échelle de la France pour la bernache cravant, et potentiellement avec des oiseaux qui vont continuer en fait en coupant directement toute la Bretagne. Ou alors des oiseaux qui vont traverser en fait d'un coup sans halte et qui vont passer en fait immédiatement de la Manche à l'Atlantique. C'est une espèce qu'on va retrouver à deux occasions, comme la macreuse noire fin mars, début avril, et un autre pic qui va être nettement plus important en octobre-novembre. Donc là, je vous ai donné deux graphiques. Donc le premier graphique sont les données Tractelen en France qui correspondent à la migration nocturne, et le deuxième qui correspond à tous les autres sites de migration classique. Ce qui est intéressant à voir, moi c'est quelque chose que j'ai constaté chez moi dans le Calvados, c'est que enfin, on a dans le Calvados des journées à bernache cravant. On sait que ça arrive autour de octobre-novembre, où on a une journée qui va être exceptionnelle, où on va se lever le matin, on va regarder ce qui se passe en mer, et on va avoir des groupes de dizaines, centaines, milliers de cravants qui vont passer, et ça va passer toute la journée en continu, en continu, en continu. Et en fait, les passages que j'ai chez moi dans le Calvados en migration nocturne, les plus gros passages que j'ai, coïncident soit avant ou après, enfin la nuit en fait avant ou la nuit d'après ces gros jours de passage de bernache cravant. Donc on a en fait une liaison comme ça qui peut être faite, qui est assez visible sur la migration nocturne et la migration de jour. Au niveau des cris, donc ce qui nous intéresse le plus ici, pas de surprise sur la bernache cravant, c'est une espèce qui va avoir les mêmes sonorités
les mêmes cris que de jour. C'est une espèce qui est assez sympa à détecter en migration nocturne parce que elle est bavarde, souvent en groupe, du coup on la capte bien et on la capte longtemps, qui fait les mêmes cris de jour, donc pas de surprise là-dessus. À la différence que on a toujours cette impression d'avoir des oiseaux plus calmes, comme si en fait ils discutaient entre eux, ils étaient un peu plus tranquilles, juste quelques cris, enfin histoire de se positionner les uns par rapport aux autres, et on a moins cette activité un peu plus frénétique que ce qu'on peut retrouver en journée ou choses comme ça. Je vous fais écouter ça. Donc là, on a donc différents types de vocalises différentes. La première, c'est cette espèce de gros bloc avec des harmoniques qui vont se densifier, précédés de tout un tas de petites hachures. On retrouve ce bloc ici, on retrouve ce bloc ici, ici aussi, ici aussi. Et on a un autre cri qui est un petit peu plus court, qu'on retrouve ici, qui est juste en fait un espèce de petit cri comme ça lâché, qui va ponctuer de temps en temps les différents groupes. Vous remarquez que c'est quand même des cris comme les autres espèces, comme les mâles par exemple de cercelle d'hiver et choses comme ça, canard pilé et la creuse noire, qui sont relativement bas euh, et du coup qui peuvent passer relativement inaperçus. Ici, je vous ai montré, enfin je vous ai présenté un sonogramme d'un enregistrement que j'ai pris sur Xenocanto. Dans des environnements sonores, enfin dans des environnements qui ont beaucoup de pollution sonore, c'est une espèce qui peut passer relativement inaperçue. Euh, je sais que moi, j'en discutais avec un ami il n'y a pas très longtemps, lui qui a enfin, qui a une chaudière près de chez lui qui fait beaucoup de bruit. Et en fait, bah, quand la chaudière se déclenche, ça prend une plage sonore qui est quand même assez conséquente et qui peut facilement masquer ces bruits-là. Idem pour les passages de camions, par exemple, pour les passages de voitures, pour toutes ces choses-là. Voilà, rien de plus à grand-chose à dire sur la bernache cravant. Euh, on va passer au tadorne. Donc, le tadorne, euh, a lui aussi donc plusieurs types de cris. La première chose que je voulais vous présenter, c'est les sifflements des mâles qui sont quand même relativement atypiques par rapport à ce qu'on a présenté jusqu'à présent, qui vont se composer en fait de deux parties. Une première avec une espèce de pointe qui va monter très vite autour de 7 kHz et qui va ensuite se terminer par une espèce de petit crochet en bas. Donc ici, on a cette espèce de crochet qui est bien marqué et au niveau de la pointe, donc on a surtout cet espace-là entre 5 et 7,5 kHz qui est très bien marqué. Donc voilà, c'est vif, c'est bref, c'est dense, et ça a une signature sur le sonogramme qui est relativement typique. On va avoir d'autres cris, donc on associe régulièrement à la femelle, qui est donc ce cri ici qui va être le cri le plus courant avec les cris des mâles qu'on a entendus précédemment. Je vous fais écouter ça. Donc ça, c'est un cri qui est bien sonore, qui a une signature qui est quand même relativement typique, avec cette série de barres qui se présentent en fait avec des harmoniques en forme de pointe, comme ça. Et on a au niveau du rythme, cette espèce d'accélération et décélération qu'on va retrouver quasiment systématiquement, si ce n'est systématiquement. C'est donc le cri le plus fréquemment enregistré avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Euh, le nombre d'éléments, l'espacement entre les éléments, la longueur des éléments de manière individuelle varie en fonction des oiseaux. Euh, mais on a enfin, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est cette signature d'accélération suivie d'une décélération et cet élément, en fait, ce bloc qui est composé de plusieurs petites barres présentes, composées d'harmoniques en forme de pointe ici. Un autre cri qu'on va entendre chez le tadorne de Belon,
c'est le cri court. Alors là, c'est un cri qui fait donc avec des harmoniques qui sont bien dessinées, toutes montantes, bien serrées, et qui va sonner de manière un peu nasale et un peu interrogative. Donc c'est pas un cri qu'on entend beaucoup en migration nocturne, probablement qu'on l'entend plus quand on a des oiseaux en fait locaux qui se déplacent. Mais c'est un cri qui peut être associé avec ce qu'on a entendu précédemment. Je vais vous faire écouter ça. Donc là, typiquement, donc on a les walks que je vous ai présenté tout à l'heure, suivi d'une série en fait de petits éléments, et on retrouve en fait là encore ces espèces de chevrons en forme de pointe à la base du cri. Celui-là, il est très fort. Mais voilà, donc histoire d'illustrer en fait le Tadorne. On finira sur une dernière espèce que je laisserai Julien présenter. Hop, et ça sera tout pour moi. Et comme c'était pas assez long, on a décidé de vous rajouter une espèce. Euh, donc simplement parce que j'en ai capté un donc début décembre. Il y a eu une autre donnée depuis en Champagne-Ardenne. Donc c'est le garrot qui ne semble pas crier la nuit, mais qui peut être reconnu donc par rapport à ses battements d'ailes, hein. Il y a assez peu d'espèces comme ça. Donc il y a la macreuse noire, le cygne tuberculé, et puis le garrot, hein, qu'on appelle le garrot sonneur justement à cause de ce bruit qu'il produit en volant. Donc ça donne ça. Donc sur le sonagramme, on retrouve des signaux de type battement d'aile avec, mais cette fois plusieurs successions, plusieurs bandes parallèles, hein, et des cris plus marqués, donc autour de entre 1 et 2 kHz. Donc ça peut ressembler à d'autres battements d'ailes, mais il y a quand même ce petit bruit de grelot là caractéristique, hein. Attention quand même aux oiseaux qui auraient des plumes abîmées et qui pourraient avoir un battement d'aile un peu différent, qui pourrait prêter là aussi à confusion. Donc voilà, bah merci à tous pour votre attention. On remercie aussi donc tous les contributeurs Zenocanto, et puis plus globalement ben, tous les gens avec qui on a pu partager, échanger sur les sons au fil de ces années d'études de la NOCMIG. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre attention et mais surtout merci beaucoup à vous deux, Julien et Martin, pour votre travail sur la préparation et surtout sur ce soir pour la présentation. C'était vraiment super. Pour ma préparation, j'ai appris plein de choses avec vous. C'était vraiment chouette. Franchement, ça fait une formation bien dense, hein. Merci aux personnes qui sont encore vivantes avec nous. C'était bien dense, mais là, vous êtes rodés pour la saison de migration des canards qui commence maintenant, en fait, qui commence assez tôt. Enfin, en tout cas, il y a des mouvements de canards tout l'hiver. Donc, ça me fait une belle passerelle pour parler de l'enquête flash dans le cadre du programme Vol de nuit qui est en cours. Donc, si vous enregistrez en ce moment sur la migration nocturne et vous participez au programme Vol de nuit, vous prenez part à une enquête flash sur le départ des canards en migration prénuptiale. Donc voilà, c'est le protocole normal du vol de nuit, mais avec une attention particulière sur les canards et surtout on essaie d'augmenter la pression d'observation sur cette période qui est globalement peu prospectée normalement, mais qui est pourtant vraiment très intéressante. On peut capter plein d'espèces à ce moment-là et notamment des canards. On commence déjà à avoir des mouvements de sarcelles et de canards colverts. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vous donnerai la parole parce que les micros sont automatiquement désactivés. S'il vous reste des petits points d'ombre, j'imagine que c'est pas possible avec le niveau de précision qui a été présenté ce soir. Mais n'hésitez pas, c'est dans le chat où vous pouvez prendre la parole en levant la main si vous voulez. Ça peut être aussi par rapport au programme, enfin, au protocole vol de nuit, au programme en général. S'il y a des questions sur le sujet, c'est l'occasion d'y répondre.
Soit les questions sont très longues, soit il n'y a pas de questions. Bon, c'est une bonne chose, hein, ça veut dire que tout a été extrêmement clair. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Laurent, peux, hop, tu peux ouvrir ton micro. Parfait, vous m'entendez? Très bien. Nickel, bonsoir à tous. Déjà, merci pour la présentation. Moi, je sais pas pourquoi la diapo elle s'est bloquée au Tadorn, du coup, j'ai pas entendu le garrot. Mince. J'aurais bien aimé l'entendre, si possible, de refaire ça, s'il vous plaît. Et ce sera tout, j'ai pas d'autres questions, merci. Ça marche. Alors, est-ce que c'est moi qui ai enlevé le diapo ou Attends, je le représente, je crois que je l'ai enlevé. Ou sinon, peut-être que Julien, tu peux imiter le garrot à la voix, non? Non, je rigole. Je sais pas, je vais Ça pas va être t'imposer compliqué, ça. ouais, ça va être compliqué. Mince. Vous l'avez là? Il est là, ouais. Belle séquence. Un beau passage vraiment très long hein, du garrot. Je vous souhaite à tous d'enregistrer des belles séquences comme ça. Oui, Yves, il y a effectivement un enregistrement de macros potentiel sur Discord. Il faut qu'on y accorde un peu d'attention, c'est vrai. Mais, C'est effectivement, c'est exprès, on l'a laissé en plan, histoire de voir ce que vous pensez de l'information, voir si vous avez bien suivi. Normalement, vous avez toutes les clés pour y répondre. c'est ça. Tout est entre vos mains maintenant. S'il n'y a pas trop d'autres questions, je propose de vous laisser tranquille. On vous a déjà pris quasiment 1 heure et demie de votre soirée. Donc merci beaucoup encore à vous deux, les gars. C'était vraiment super. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir présenter ça. C'était très chouette. Et j'ai appris plein de choses. J'imagine que c'est le cas de tout le monde ici. Donc voilà, je vous souhaite de bons enregistrements, une belle soirée, et puis une belle saison de migration qui commence en fait maintenant pour les canards et pour la remontée de tous ces oiseaux-là. Et voilà, bonne soirée à tous et à toutes, et puis merci encore à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde! Bonsoir.